Donc, je demandais là si certains d'entre vous ont des questions ou des points particuliers, puis après je vais dérouler, mais je peux les prendre à bord si vous en avez. Et puis si vous n'avez pas, je vous propose de commencer sans attendre plus. Je pense qu'il y a des participants qui vont continuer à nous rejoindre. Et voilà, on est une dizaine, une bonne dizaine en ligne, ce qui est un faible échantillon de notre actionnariat. Je vais essayer de filmer cette présentation pour pouvoir la partager aux actionnaires qui ne peuvent pas se joindre à nous sur ce créneau-là. Ça m'a été demandé. Si ça dérange personne, il faut lever le doigt tout de suite si ça vous dérange. Et comme ça permet de partager les propos le plus largement possible dans la communauté des actionnaires. Et puis, de nouveau, j'essaie d'adopter, n'hésitez pas à me couper, m'interrompre, poser vos questions. Il y a, je suis ce qui se passe sur le fil conversationnel. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à Teams, vous avez la possibilité de lever la main ou d'inscrire des choses à l'écrit dans le fil de la conversation, de façon à ce que je puisse prendre vos questions au fur et à mesure, vos interrogations. N'hésitez pas, on est là surtout pour se faire plaisir, discuter, vous expliquer ce qu'on essaie de mettre en place. Et il n'y a aucune limite à vos questions, donc n'hésitez surtout pas, même si elles peuvent vous paraître naïfs. Il y a beaucoup de gens qui sont assez spécialistes sur le fil et d'autres personnes qui sont beaucoup plus novices. Donc voilà, on est vraiment là pour apprendre tous ensemble et pour qu'on essaie de vous expliquer, vous apporter l'éclairage. Bienvenue à tous donc, dans cette assemblée générale du groupement forestier. Nous sommes le 6 mai 2022, donc c'est l'assemblée générale annuelle pour l'année 2022. On va vous présenter à la fois, je me rends compte que ma dernière présentation n'est pas passée. Je vais le remettre. À la fois donc une vision de ce qui a été fait et à la fois une vision de ce qui nous reste à faire, toujours en partageant avec vous aussi les difficultés qu'on affronte au fur et à mesure, et puis essayer de partager avec vous aussi certaines décisions qu'on est susceptible de vous proposer, orientation, certains succès qui paraissent parfois ténus, mais qui sont vraiment des succès quand on... En tout cas, c'était un travail agréable pour moi de préparer cette assemblée générale, parce qu'on constate quand même le chemin accompli, même si il reste encore beaucoup de choses à faire, et puis dans le sens inverse, toujours des échecs ou des choses qui sont moins faciles que ce qu'on avait pu imaginer. C'est de toute façon aussi important. Voilà un peu la tonalité. L'image devrait réapparaître dans quelques secondes. J'attends. C'est en train de charger. Je ne sais pas si ça veut charger. Ah. Donc voilà la proposition d'ordre du jour, un rapport moral, et je vais vous expliquer ce qu'on a pu faire, ce qu'il nous reste à faire. On a essayé de vous présenter une vision synthétique des comptes, et je vous expliquerai, il y a encore des points sur lesquels on peut s'améliorer, mais pour autant, ça donne une idée des disponibilités restantes, des disponibilités engagées, et de ce sur quoi elles sont engagées. Et puis, il y a évidemment de l'incertitude aussi dans ces projections financières. On n'a pas d'immeuble aujourd'hui supérieur à 200 000 euros à vous proposer, mais on va parler d'une acquisition qui est en cours assez importante et assez structurante dans le portefeuille, et qui montrera bien la dynamique. La proposition de reconduire une levée de fonds sur la fin de l'année, novembre-décembre 2022. Donc, comme certains d'entre vous doivent se souvenir, on avait d'abord essayé de faire des levées de fonds en cours d'année qui ne nous semblent pas forcément être pertinentes par rapport au calendrier fiscal. Et donc la proposition de conduire une levée de fonds, encore au moins une en tout cas sur le groupement forestier, à la fin de cette année pour se fixer sur le calendrier fiscal, mais pour lequel on vous fait décider immédiatement de si on l'a fait ou si on ne la fait pas, de façon à ce que ça soit une décision d'assemblée générale. Les objectifs d'acquisition et de travaux pour 2022-2023 qui sont liés au calendrier de budget prévisionnel. Et puis des décisions, on vous proposera aussi des décisions relatives à des changements d'hypothèse en fonction du contexte ou des succès qu'on a pu avoir. Voilà un petit peu les choses, et je vous demanderai aussi formellement de voter pour les actionnaires qui nous ont rejoints sur la dernière levée de fonds. Ils sont au nombre de 3. Il n'y en a pas en ligne, je crois. Donc on a eu une toute petite levée de fonds sur décembre 2021, avec l'arrivée de 3 nouveaux actionnaires et puis un renforcement d'un de nos actionnaires.
Voilà un petit peu les choses. Et si l'un d'entre vous est disponible pendant toute la séance, donc à minima jusqu'à 14 heures, est-ce qu'il peut se dénoncer secrétaire de séance? Olivier, peut-être, si tu es disponible jusqu'à 14 heures, Olivier Luce. Ouais, d'accord, si tu veux. OK. Merci. Donc, fin de la 3e levée de fonds en décembre 2021. Nous sommes aujourd'hui 58 associés, contrairement à la présence en ligne qui ne reflète pas ça. Donc, c'est pour ça aussi que je vous témoignais du fait que j'enregistre cette assemblée générale pour la restituer aux actionnaires qui le souhaiteraient. On a récolté à ce jour, donc sur les levées de fonds successives, sur les 3 levées de fonds successives, 387 000 €, ce qui permettrait un accès à peu près 45 hectares en gestion, en prenant en compte les travaux etc. Et puis, une collecte qu'on peut quand même qualifier de succès, puisque 400 000 € de budget, ça commence à permettre de faire des choses, même si, effectivement, c'est un peu essoufflé sur la 3e levée de fonds notamment. Et donc, j'espérais toucher la barre des 500 000 qui n'ont pas été atteints, ce qui fait partie des difficultés potentielles. On en avait parlé lors de la dernière AG, hein, de mon côté, donc sur la structure que je dirige, qui s'appelle Agroénergie Conseil. L'idée est de faire de ce dispositif un de nos gagne-pains. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on monte les actifs pris sous gestion. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, on serait assez confortable d'avoir 20 millions d'euros sous gestion. On en est très très loin, on a fait beaucoup d'efforts. Donc on peut voir le verre à moitié vide et se dire qu'on en est très très loin. On peut aussi voir le verre à moitié plein en disant que c'est aussi un chemin parcouru et que je remercie chacun des associés qui nous ont rejoints, les 58 d'entre vous, pour m'accorder cette confiance et me permettre de développer ce talent. Et puis je suis ici soutenu aussi par Antoine Dalle qui est en ligne, qui opère aussi sur le terrain pour nous. Antoine Dalle est agriculteur et conseil. On est associé sur beaucoup de choses différentes et notamment sur ces questions de peupliers. Et comme je le disais aussi précédemment, on pense que le vecteur de relais sera à travers l'arrivée de fonds ou à travers, en tout cas, une démarche plus professionnelle. Pour autant, on voudrait garder ce petit club convivial dans cette dimension-là. Donc, on fait attention de plutôt être sur quelque chose d'à côté que forcément vous diluer avec l'arrivée de fonds massifs. On en reparlera sur la 4e levée de fonds à venir. Donc voilà un peu la chose. Vous imaginez assez facilement les tickets moyens en fonction de nos associés et du montant collecté. Pour autant, pour être très très clair, les plus petits actionnaires sont à 2 ou 3 000 € et les plus gros autour de 20 000, je crois. Je n'ai pas refait les comptes exactement. Mais voilà un petit peu l'écart type que vous avez, qui est quand même assez faible, avec un montant moyen autour de 6 ou 7 000 € par actionnaire. Et avec une collecte qui est quand même en grande partie dirigée par l'intérêt, enfin en grande partie dirigée par l'intérêt du produit en premier lieu, mais en second lieu par des dynamiques de réduction d'imposition sur le revenu, sur lequel vos souscriptions vous ouvrent droit à un abattement de 18% de la valeur de votre souscription à hauteur de 11 000 €. Donc on a beaucoup de personnes qui sont allées chercher ce plafond-là aussi, dans une logique de défiscalisation, quitte à prendre une tranche par an. Donc voilà un petit peu sur ce qui a pu se passer sur cette 3e levée de fonds. Enfin, en tout cas, là où on est rendu avec cette 3e levée de fonds. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a réalisé 3 acquisitions qu'on avait sous compromis lors de notre dernière assemblée générale en novembre et qui sont aujourd'hui réitérées, ou presque réitérées. Première parcelle de 9 hectares à Abbeville dans la Somme, avec une plantation programmée en premier lieu cet hiver 2021-2022, mais on a buté sur les conditions météo, donc on n'a pas pu faire la plantation telle qu'on l'escomptait. Et ça vous montre bien la difficulté aussi à prévoir les sorties d'argent, parce qu'en l'occurrence, on avait prévu de sortir à peu près 50 000 € sur cette opération-là, qui seront sorties que l'année prochaine, donc ça décale d'1 an les flux de trésorerie en sortie. Donc ça, c'est un peu le côté négatif. On s'est vraiment pris les pieds dans le tapis de ce côté-là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu changer quelque chose. C'est quelque chose qu'on avait vraiment bien préparé. Et pour autant, voilà, quand la pluie s'en mêle et que les sols sont trop humides, on ne peut pas planter et il faut l'accepter aussi. Et puis de l'autre côté, pour le coup, un contrepoint extrêmement positif, c'est que c'est la première parcelle qu'on ait travaillé sur la possibilité d'aller mettre en marché des crédits carbone volontaires. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers,
c'est les crédits carbone qui permettent à certaines sociétés de revendiquer une compensation dans leurs documents marketing. Donc, ce n'est pas une compensation qui est obligatoire, on n'est pas sur ces mécanismes-là, on est vraiment sur une compensation qui est volontaire. Et Abbeville se prêterait à cet exercice-là et nous permet d'envisager des revenus assez importants pour limiter les dépenses de plantation. Pour essayer de vous l'imager, une plantation avec quelques entretiens, les premières années, ça vaut à peu près 4 000 € par hectare. Et on estime que les crédits carbone pourraient couvrir jusqu'à 2 000 € de ces 4 000 €. Donc c'est extrêmement intéressant. Le marché du carbone volontaire, je le suis de façon très attentive. On a d'autres missions autour de ça. Donc je me prétends être un expert de ça. Et il est très haussier en ce moment. Et vous voyez bien dans des flux financiers, pour ceux qui sont plus familiers avec les flux de trésorerie, en fait, on est capable de céder les crédits carbone assez rapidement dans les 5 premières années post-plantation, et donc de créer un revenu qui vient vraiment soulager le fonds de roulement et la trésorerie, et donc améliorer le rendement potentiel sur les plantations. Donc c'est vraiment des choses qui ont attiré notre attention, qu'on a vraiment beaucoup travaillé, et qui me semblent être des choses extrêmement intéressantes, qu'on est aujourd'hui capable d'embarquer dans notre modélisation, et capable on est capable d'en tenir compte pour nos futures acquisitions. Et ça, c'est important, c'est un nouveau paramètre qu'on ne prenait pas en compte et qu'on va plus prendre en compte à l'avenir. Jean-Baptiste, question sur le carbone qui te passionne autant que moi. Ouais, tu te fais payer en upfront sur les 5 années ou c'est en annuel? Ça dépend de ta stratégie de vente. Tu peux faire les deux aujourd'hui. On a des acheteurs là. On a eu contact avec une dizaine d'acheteurs qui proposent de se positionner upfront. Ensuite, les crédits carbone, d'un point de vue extrêmement contractuel, sur le label français qui s'appelle le label bas carbone, qui est dirigé par le ministère, propose une émission des crédits la 5e année. Donc la question, c'est est-ce que tu vends upfront ou est-ce que tu vends au moment de leur délivrance, sachant que c'est aussi une vision de marché, c'est aussi une vision de trésor. Donc la question, c'est juste, est-ce qu'on pense que le fait d'attendre avant de les mettre en vente est intéressant et lucratif. Sachant que sur Abbeville, dans cette phase d'apprentissage, on avait confié la valorisation carbone à France Silva, le syndicat des propriétaires forestiers qui propose ce service-là. À tort peut-être, mais on voulait voir comment est-ce que ça fonctionnait. Et donc on les a observés à la manœuvre. Et on fera très certainement différent la prochaine fois, sur lequel on va construire l'expertise pour faire enregistrer les dossiers et les porter à la vente, puisqu'on a développé depuis 9 mois un carnet d'adresse au sein d'Agroénergie qui nous permet d'aller justement chercher les mouvements de vente directement. Et tu vends en euros par tonne, Les prix qui sont observés sur le marché français aujourd'hui sont entre 30 et 60 € par tonne. Plutôt haussier, puisqu'on était autour de 30 vraiment ferme, et aujourd'hui on a des propositions sur un projet en Normandie qui est sur un projet agricole. On nous a proposé à plusieurs reprises 50 € par tonne. Merci. Donc les cours ont tendance à se réchauffer un petit peu. Donc voilà, sur Abbeville, qui est du coup à la fois un exemple négatif et un exemple extrêmement positif de ce qu'on arrive à faire. Et puis, je ne l'ai pas indiqué, mais j'aurais dû, il manque une petite pastille ici, puisqu'on a réussi à louer cette chasse. Et ça fait partie, alors c'est pas la... Ça nous intéresse parce que c'est la première chasse qu'on arrive à mettre en location. Le loyer est de 370 € par an, donc autant vous dire que ce n'est pas ça qui a fait le rendement. Mais pour autant, c'est aussi une diversification de revenus. Et malgré tout, si on le met sur le cycle de vie, 370 € par an pendant quelques années, ça finit par faire une somme qui n'est pas inintéressante. Donc on est content aussi d'avoir pu louer cette chasse à Abbeville. Et pour le coup, on est extrêmement surpris du prix qu'on a pu obtenir, qui était largement supérieur à nos estimations, par rapport à la surface, parce que c'est une parcelle assez petite, et par rapport au prix unitaire par hectare, qui est un peu la façon de compter pour les loyers de chasse, donc en euros par hectare. Donc très très surpris de ça, et ce qui va nous incliner aussi à vous proposer une stratégie qui soit peut-être plus orientée sur les usages autres que le bois pour les prochaines acquisitions, puisqu'on bute aussi sur certaines parcelles. On va revenir dessus sur des parcelles qu'on a décidé de ne pas acquérir, sur cette valeur loisir qui est parfois fait exploser les prix, mais sur lequel peut-être qu'il ne faut pas s'en priver parce qu'on est peut-être capable de louer des chasses, des pêches, du caravaning, etc. de façon avantageuse. Donc ça, c'est des vraies réflexions qu'on voudrait partager avec vous pour prendre des décisions éclairées sur ces aspects-là, parce que c'est des décisions un petit peu stratégiques. Rivarennes et Ligré sont l'une et l'autre en Indre-et-Loire, mais pour autant à 35 minutes de route d'écart. Mais c'est un peu des parcelles qui sont identiques, avec des peuplements en place qui ont été relativement mal entretenus,
qu'on va mettre en vente donc pour vendre du bois, ce qui générera des revenus et des flux de trésorerie pour replantation totale l'hiver suivant. Donc on a essayé de les mettre en vente cette année. On a commencé à prendre langue et on a commencé à aussi cataloguer des acheteurs potentiels. On n'est pas allé jusqu'au bout, et je vous expliquerai après pourquoi, parce qu'on a perdu la possibilité de le faire en termes de ressources humaines, mais on va reprendre ça très très rapidement pour essayer de passer en exploitation l'année prochaine sur Rivaren et Ligré, sur des peupliers moyennement entretenus, donc avec un prix pas forcément intéressant, et qui méritent d'être remplacés par des peupliers qui seraient mieux entretenus, comme ceux qu'on peut voir sur la photo. Voilà un petit peu les questions. Vous verrez aussi que l'Y est extrêmement petit, 0,82 hectares, donc c'est un choix délibéré de notre part d'aller quand même sur cette parcelle-là. Et vous allez voir que sur Rivaren, et ça illustre bien la stratégie sur l'Y aussi, sur Rivaren, on est en train de réaliser une seconde acquisition sur la même commune. Et c'est bien parce qu'on a déjà acheté qu'on arrive en fait à attirer des nouvelles offres ou des nouvelles propositions d'acquisition. Donc du coup, acheter petit au début nous paraît avoir du sens à condition qu'on soit dans une région qui nous intéresse pour arriver ensuite à développer un portefeuille plus conséquent. Donc voilà la dynamique sur l'Indre-et-Loire qui nous paraît être un département et plus généralement refléter d'une dynamique en Val-de-Loire qui nous semble être intéressante. On en avait parlé la fois précédente. Donc sous compromis, Rivaren, qu'on appelle 2 entre nous, c'est 26 hectares et demi, donc c'est assez conséquent cette fois-ci, une acquisition beaucoup plus grosse que les précédentes, avec une partie des parcelles qui sont déjà boisées, une partie des parcelles qui sont aujourd'hui en terre agricole et qu'on va boiser. 7,6 hectares boisés sur ces 26 hectares et demi. Et on a mis en place un facteur d'optimisation dans la transaction sur ces 7,6 hectares, puisqu'il y avait une valeur bois, à peu près 20 000 € de bois, qu'on a fait acheter par un second outil dont on détient la gestion qui s'appelle la SAS Poplar. Je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, mais je peux réexpliquer si nécessaire pour les gens en ligne que la SAS Poplar est un marchand de bois d'un point de vue immatriculation et pas du tout un groupement forestier. Donc elle peut faire des transactions de bois, y compris de bois sur pied. Et très concrètement, l'acquisition par la SAS Poplar de ces 20 000 € de bois nous permet d'éviter de montrer ça dans notre portefeuille et donc d'aller payer des droits d'enregistrement de 7% à peu près de frais de notaire pour arriver à optimiser un petit peu la transaction. Et ça fait partie des marges de manœuvre. Ça semble assez faible comme ça, mais on parle de 80 000 € et on parle de 3 000 €, de quelques centaines d'euros d'économie, mais pour autant, c'est souvent ça qui fait basculer la transaction d'un côté ou d'un autre. Hein. On est toujours dans une marge de négociation qui a plus ou moins 10%, donc on voit bien qu'elle est gratter des euros fait qu'on l'emporte ou pas. Idem, et vous voyez ici le reflet de ce qu'on a pu construire sur Abbeville. On croit qu'une certaine partie de ces parcelles-là pourrait être portée par le label bas carbone et faire l'objet d'émissions de crédit carbone. Donc voilà, un lot extrêmement intéressant et qui témoigne aussi du fait qu'on arrive justement par effet de bord à d'autres parcelles dès lors qu'on a planté un premier drapeau sur zone 1. Et puis d'autres parcelles qui sont en cours de négociation du côté de Vitry-le-François, donc dans la Marne, et puis dans la Bresse, en Saône-et-Loire, qui sera de toute façon une zone d'intérêt pour nous et sur laquelle il faut qu'on aille se renforcer, qui sont en cours de négociation, donc aujourd'hui elles ne sont pas achevées. Et puis d'autres opportunités qui arrivent au fil de l'eau. Donc voilà ce qui est en cours et ce sur quoi on travaille aujourd'hui en termes d'acquisition. Et juste pour vous donner par exemple un ordre d'idée, la Bresse a été visitée avant-hier. On a fait un relevé pied à pied sur un certain nombre de parcelles de façon à faire le prix le plus juste possible auprès des propriétaires. Donc c'est quand même du boulot. D'abord essayer de détecter l'opportunité si elle est bonne depuis notre bureau et puis ensuite de se déplacer sur le terrain pour aller faire des relevés, etc. Et se mettre en discussion avec les propriétaires après qu'on a acquis un certain nombre d'informations factuelles autour de l'opportunité qui nous est présentée. Des parcelles visitées qui n'ont pas déclenché d'achat, et on vous explique pourquoi, dans différentes régions de France. Donc je vous laisse lire les départements qu'on a pu parcourir. Quelques éléments par rapport à ça, je trouve que les deux principales, c'est celle de l'Orne, sur 21 hectares, sur lequel on a une valeur chasse qui est très forte. Et aujourd'hui, cette valeur loisir, on sait mal la capturer. Et donc, c'est là où je vous renvoyais aussi à ce que je disais sur Abbeville, en disant on a réussi à louer la chasse plus cher qu'on espérait. Donc peut-être qu'il faudrait y aller quand même, et peut-être qu'il faudrait être plus optimiste sur la vision chasse, de façon à pouvoir aller sur ce genre d'acquisition, avec des revenus aussi plus différenciés que ce qu'on peut espérer côté bois. Autre élément intéressant, sur Abbeville,
on nous a proposé des parcelles autour de celles que nous avons achetées, dans la même zone, hein, vraiment à quelques centaines de mètres d'écart, à 8 000 €, alors qu'on en a fait, nous, l'acquisition autour de 4 000 €. Donc, un très fort différentiel qui nous permet aussi de réfléchir à savoir s'il n'y a pas une stratégie de parcelle sur laquelle on nous propose un prix qui nous paraît très supérieur à la valeur de détention qu'on voit, sauf à dire que c'est aussi une valeur spéculative et que du coup, on le conserve en portefeuille. Et en l'occurrence, elle vient aussi appuyer le rendement du portefeuille, quoi. Donc voilà des exemples très précis. Ensuite, on vous a passé, ça c'est vraiment les parcelles qu'on a étudiées, etc. On vous a passé les parcelles qu'on n'a pas étudiées, sur lesquelles on n'a pas visité sur le terrain, etc. Mais voilà, ça vous donne un peu les efforts sur lesquels, de nouveau, pour aboutir à une transaction, il y a 6 ou 7 transactions qui ont été abandonnées en cours de route pour des raisons plus ou moins objectives et discutables. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces questions de parcellaire, avant qu'on plonge sur les parcelles et les programmations de travaux. J'avance donc. Donc à Ligré et à Rivarennes, donc Ligré et Rivarennes en Indre-et-Loire, on cherche des acheteurs pour les bois, sachant que c'est des bois qui n'ont pas la qualité de ceux que nous on voudrait avoir. Donc c'est des marchés qui sont des marchés différents de ce qu'on voudrait adresser. On vous a mis des planches de sciage, parce que ça sera a priori la destination de ces bois-là. Ils seront sciés pour faire des palettes, ce qui est un usage relativement noble par rapport au bois énergie, qui est parfois la destination, hein, quand les parcelles sont vraiment trop mal entretenues. La destination qu'on peut trouver pour les peupliers qui sont en place, c'est parfois le bois énergie. Et c'est vraiment problématique parce que c'est très peu rémunérateur. Sur le sillage, on arrive encore à avoir une valeur. Et pour vous donner des ordres de grandeur, pour faire très très simple et vous donner juste les marches, hein, sur le bois énergie, on est autour de 10 € par tonne ou par mètre cube. Sur le sillage, on est autour de 30 € par mètre cube. Et sur le déroulage, ce vers quoi on souhaite tendre, on est autour de 60 € par mètre cube, sachant que vos coûts de plantation, etc. sont identiques. Et donc, il est aussi toujours difficile pour un vendeur d'accepter qu'il ait mal fait son boulot et que son bois vaille rien. Donc, on tombe aussi sur ce genre de problématique. Donc voilà, ici, on est sur les qualités sillage. On a pu résoudre complètement les problématiques d'accès et de place de dépôt. Ça a été fait. Et c'est important aussi, puisque quand on présente un lot à l'achat, la première question que nous posent les acheteurs, c'est où est-ce que je vais pouvoir stocker les bois en attendant de les enlever? Donc, comment est-ce que je vais pouvoir organiser la logistique pour faire ressortir le bois de la parcelle et le mettre sur un camion et l'emmener à l'usine ou à la scierie? On a réalisé ici, justement pour être très précis dans l'information qu'on communique à nos acheteurs, des inventaires pied à pied. Ça veut dire que tous les arbres ont été mesurés un par un pour essayer d'avoir une qualité et un diamètre qui signifie quelque chose pour les acheteurs et qui leur permettent de se positionner extrêmement vite dans un effort qui est de dire qu'on n'est pas là pour faire perdre du temps aux acheteurs, on est là pour que les acheteurs viennent visiter si ça les intéresse, de façon à essayer d'obtenir les meilleurs prix possibles et de façon à ce que quand on leur fascine pour une parcelle, ils aient envie de venir. Donc vraiment leur mâcher le travail pour qu'ils aient plus, entre guillemets, qu'à nous donner un prix, ce qui évidemment permet d'installer des liens de confiance. Les premières recherches qu'on a conduites nous ont permis d'estimer des revenus potentiels de ces ventes-là. Et puis, il va falloir qu'on s'attaque à chercher des prestataires pour la partie replantation, qui succédera à la partie récolte, avec une année de décalage, pour être sûr que les bois soient bien évacués, etc. Puisque la replantation, en fait, ce qui se passe sur le terrain d'un point de vue très factuel, lorsque les arbres viennent d'être installés, ça découle de certains mois de préparation de travaux et de calendrier. Et il y a une très forte difficulté à provoquer l'enlèvement des bois au moment où on aurait besoin que la parcelle soit libre pour replanter. Sachant que dans les bois, vous avez deux choses. Vous avez le tronc qui part assez vite, et puis vous avez toutes les têtes, donc les branchages, la partie haute de l'arbre qui, elle, est transformée en bois énergie et qui part beaucoup plus tardivement de la parcelle. Et pour replanter, il faut vraiment que toute la parcelle ait été désencombrée, ce qu'on comprend assez facilement. Donc du coup, on a vraiment du mal à être jointif, cette partie récolte et replantation. Donc voilà pour Ligré et Rivarennes. On avait parlé d'Abbeville, je vous ai pas mis de slide sur Abbeville, mais donc on avait déjà présenté la programmation des travaux qui est de planter Abbeville, donc 9 hectares, quelque chose. On est capable là-dessus de replanter 8 hectares et demi, puisqu'on a une certaine partie de la parcelle qui est encombrée par une ligne électrique sous laquelle on ne plantera pas. Et Abbeville, donc c'était programmé, c'est partie remise, mais par contre on saute à pieds joints au-dessus de l'été, parce qu'on ne plante pas en été, on plante qu'en automne-hiver. Les campagnes de plantation démarrent en octobre pour se finir fin janvier, début février.
Et donc, si on rate le coche, en fait, on est bon pour attendre 9 mois de plus avant de pouvoir réimplanter. Et puis, de toute façon, qu'on plante en octobre ou qu'on plante en janvier, la croissance sera la même. Hein. Donc, il n'y a pas les 3 mois. Donc, c'est vraiment par saison de plantation. Voilà sur les travaux qui sont en cours et qui sont entrepris et les recherches. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu un trou d'air puisque Jérôme Formery, que beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir d'avoir au téléphone, a décidé de quitter Agroénergie pour partir au Canada. Et donc, fin novembre, il nous a laissé orphelins. Et aujourd'hui, Hugues est en ligne avec nous et Hugues nous rejoint à partir du 1er octobre 2022 pour s'occuper du projet peuplier que je porte. Il sera basé à Laval, ce qui nous permettra d'avoir une géographie encore complémentaire par rapport à Antoine Dalle qui est du côté de Reims, moi qui suis dans le sud. Hugues sera à Laval, donc ça nous permet d'avoir une meilleure couverture aussi géographique. Et puis, merci Hugues de nous faire confiance et bienvenue à bord. Et je pense que vous en verrez les bénéfices lors de notre prochaine Assemblée Générale, parce que ça va permettre de pouvoir accélérer. Ce n'est pas tout de suite, mais ça va se passer bientôt. Et pour le coup, ça fait depuis quelques mois déjà que nous discutons avec Hugues, Antoine et moi. Antoine Dalle et moi. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une concurrence... pardon, des réactions? J'ai entendu oui. Hugues, tu peux... Hugues. Non, c'est juste pour te remercier pour la présentation. Je ne vais pas trop prendre la parole parce que justement, je suis à Laval. On est en visite de maison sur le retour des vacances. Et voilà, un grand merci en tout cas pour l'accueil qui m'est fait. Et juste peut-être pour présenter Hugues en 3 mots, si Hugues, tu peux le faire, mais expliquer d'où est-ce que tu viens, l'âge que tu as et ce qui t'intéresse dans le projet ou ce qui éveille ton appétit. Alors, d'où je viens, aujourd'hui, je suis dans le courtage d'assurance, je travaille pour l'outre-mer, et depuis la métropole. Pourquoi je rejoins? J'ai toujours été passionné par la forêt. Et puis, en fait, j'ai entrepris l'année dernière un BTS de gestion forestière que j'ai pas eu le temps de terminer dû à mon boulot. Et puis, entre-temps, en fait, on s'est parlé avec Antoine, on se connaissait déjà un tout petit peu, et puis le hasard a fait qu'on s'en est reparlé, et puis on a pas mal discuté sur le sujet. Et voilà comment je suis arrivé dans le projet Peuplard. Et tu as une quarantaine d'années, 3 enfants et bientôt 4. Et bientôt 4, chasseur, fils de propriétaire et propriétaire forestier. Donc voilà, plein de qualités et d'atouts pour venir muscler le projet. Avec joie. Merci Hugues de t'être branché pour que je puisse te présenter de vive voix. Non, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a un souci que j'évoquais tout à l'heure sur la question des concurrences de terrains de loisirs. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a un intérêt pour du caravaning, dès qu'il y a un intérêt chasse assez prononcé ou un intérêt pêche assez prononcé, les prix montent fortement puisque c'est un peu ça devient un peu des parcelles de rêve entre guillemets pour certaines personnes selon leur capacité de portefeuille, mais du coup on décorrèle complètement et pour vous donner des ordres de grandeur, on termine assez vite sur des valeurs autour de 20 000 € par hectare qui peuvent paraître complètement aberrantes sur un projet uniquement de culture du peuplier, mais qui ne le sont pas forcément si on escompte pour avoir des rentrées liées à la location d'un étang par exemple pour la pêche ou à la location des parcelles pour la chasse, dès lors qu'il y a un bloc consistant dans des zones un petit peu demandées. Et effectivement, de nouveau, j'étais le premier à dire qu'il fallait tenir compte de ça, mais le premier à pas le faire. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, le projet est crédible, puisque, de nouveau, on fait rentrer un premier loyer de chasse à Abbeville, qui nous paraît témoigner de ce dynamisme potentiel. Donc là, en tout cas, c'est une question que je vais vous adresser, c'est de savoir si vous considérez qu'il faut qu'on étudie plus cet usage loisir au sens large et qu'on prenne plus en compte de façon optimisée dans nos modèles, ou si vous considérez que c'est un peu anecdotique et qu'on se concentre plutôt sur la valeur bois. Les deux sont très certainement des bonnes réponses. Pour autant, ça donne un portefeuille légèrement différent et la structuration de revenus légèrement différent, sachant que le loisir est forcément une diversification. Donc aussi une stabilisation des revenus potentiellement, etc. Aujourd'hui, la lecture que j'ai des choses, c'est de dire que dans certains cas, on considère qu'on devrait mettre plus de prix sur certaines parcelles avec un usage loisir fort et tenir compte de ça sur 10 à 15% de notre portefeuille pour parvenir à diversifier aussi, à sécuriser les structures de revenus.
en prenant évidemment un risque qui est différent du marché bois, mais qui me semble afficher un bon dynamisme. Je ne sais pas si vous avez des opinions par rapport à ça. Moi, je suis plutôt favorable, hein, on diversifie. Si Moi, je suis vous- aussi très favorable. Ouais, pour ceux qui ne veulent pas s'exprimer, si vous pouvez juste, je pense qu'il y a dans les réactions possibles, vous pouvez lever un pouce. Comme ça, on va Moi, voir. j'ai une question. Les deux sont compatibles? Les deux sont Effectivement. compatibles. Pour autant, si tu mets 10 000 euros par hectare pour acheter une parcelle qui a une forte valeur loisir, j'arriverai jamais à payer les 10 000 euros par hectare qu'avec le bois. Et donc, Tu n'as pas des problèmes pour couper le bois à un moment si. ça fait partie des choses, effectivement, sur lesquelles tu vas sur cette parcelle-là parce qu'il y a une valeur loisir. Et ensuite, il va falloir gérer et bois et loisir. Pour autant, c'est possible. Mais Antoine, d'un point de vue. Pardon. Je ne sais pas si Aymeric, tu avais fini. Non, moi je voulais dire, il s'agit de voter là, j'ai pas suivi, pardon, à un moment donné. Antoine. Pays de savoir si on se diversifie sur les questions de loisirs. Merci Nicolas. Bah, moi je pense que, excuse-moi, c'est vous qui êtes les spécialistes du truc. Moi je peux dire oui ou non, mais je suivrai le mouvement de toute façon. Voilà. Merci Jacques. On le recommande, nous. Antoine, comment tu vois les choses sur l'aspect inflationniste? Parce que, moi, je ne suis pas expert, mais j'ai quand même l'impression qu'autant sur les aspects bois, on est quelque chose d'assez fondamental avec une structure, une filière bois qui est en train de peut-être se réorganiser, notamment par rapport à des pays comme la Chine ou les États-Unis. Et donc, je n'ai pas tous les éléments évidemment en tête et pas l'expertise, mais j'ai l'impression que c'est plus solide que l'inflation qu'il peut y avoir sur les activités de loisirs. Ou est-ce qu'il y a une bulle potentiellement sur les activités de loisirs? C'est une question difficile, mais pour moi, en fait, le loisir est inflationniste aussi. Alors évidemment, dans un contexte courant qui est assez apaisé, dès lors qu'il y aurait moins d'apaisement, la valeur loisir se transformerait peut-être en valeur refuge aussi, hein, sur lequel il y a aussi des gens qui cherchent à trouver des parcelles pour être en mode survivaliste, hein, des parcelles qui puissent cultiver, qui puissent habiter, sur lesquelles ils puissent vivre en autonomie si ça devait tourner vinaigre dans la conjoncture, parce que je crois quand même que la guerre entre Russie et Ukraine témoigne de tensions fortes à l'échelle du continent européen. Donc voilà. Et les terrains de loisirs sont un peu une valeur qui est biaisée, parce qu'effectivement, on les appelle des terrains sur lesquels, justement, ça se prête à un support de vie. Donc pour moi, on est inflationniste sur ces terrains-là aussi, avec des facteurs sous-jacents qui sont différents du bois, qui ne sont pas la poussée de la construction, ou les questions de carbone, etc., qui sont plutôt les questions d'envie, de liberté, ou de survivalisme pour aller sur les choses les plus fortes, quoi. Et pour le coup, si je me fie à la fréquentation du salon du survivalisme à Paris, elle est en hausse chaque année de façon spectaculaire. Donc, On va remettre de l'argent dedans. Après, là-dessus, ce que tu peux voir aussi sur l'intérêt. 2 000 euros, 3 000 euros, mais sur les plus petits, donc je remettrai peut-être un petit peu comme Sur l'intérêt du caravaning et ces autres types d'activités, depuis le Covid, le voyage international à l'étranger a chuté drastiquement. Aujourd'hui, moi je travaille dans le monde du paiement, on gère des billets de vol pour les compagnies aériennes, on voit clairement la chute et les gens partent quand même en vacances et partent en France ou localement. Donc ça peut être aussi inflationniste, peut-être temporairement, du fait du contexte Covid et autres, sur la recherche de parcelles pour des activités de loisirs pour la population locale, entre guillemets. Est-ce que ça va être une tendance qui va... Est-ce que les prix que vous voyez actuellement sur ces parcelles loisirs, est-ce qu'ils ont augmenté ou est-ce que c'est stable depuis pré-Covid? on n'est pas capable de l'analyser finement parce que, pour le coup, c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, donc qui est compliqué à analyser puisque tu as une multitude de choses très différentes, tu te rapproches de Paris, les prix montent, etc. Et tu as des valeurs aberrantes. Et puis nous, tout ce qu'on a comme accès, c'est des valeurs d'annonce, donc des valeurs de mise à la vente, mais tu n'es pas du tout sûr que ça parte à ce prix-là. Et donc, on est attentif aussi à ne pas se laisser berner par les signaux prix qui sont visibles depuis les sites d'annonces immobilières ou depuis les agents immobiliers, hein, sur lesquels on pense que c'est source d'erreur. Mais en tout cas, si je devais résumer le débat pour qu'on puisse dérouler et que je puisse tenir mon créneau, j'entends que vous êtes plutôt favorable.
tout en étant attentif à trouver des modèles qui soient pérennes, assurés, etc. Et en l'occurrence, c'est un peu la vision qu'on vous propose. Et typiquement, on a eu l'occasion de discuter avec des gens qui posent des tiny houses sur des terrains. Qui pourraient faire partie des choses qu'on peut regarder de plus près pour des structures d'hébergement légères, etc. Ce qui est des choses dont on avait déjà parlé. Pour passer au point suivant, on est aussi dans une... Pardon, si certains d'entre vous voulaient réagir, je vois qu'Olivier, tu as dû ta caméra. Antoine, je voulais réagir. Je pense que ça mérite réflexion quand même, cette diversification, parce que on peut voir que sur les zones de loisirs, une fois qu'elles ont quelques années d'existence, il est difficile de couper un arbre. Voilà, c'est devenu une zone de loisirs. Alors, on a valorisé très fortement le terrain, donc ça peut être intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, ça sera probablement plus exploitable d'un point de vue forestier. Je prends ton point et en l'occurrence, je suis d'accord avec toi à la nuance près que par exemple, si tu loues parce qu'on a des propositions sur lesquelles on a par exemple 2 hectares de foncier, 1 hectare d'eau. Donc l'hectare d'eau ne nous intéresse pas, mais il faut l'acheter. Cet hectare d'eau, il va faire venir des pêcheurs qui ne vont pas forcément en fait, fréquenter assidûment la partie forestière, qui est plutôt l'écrin autour de l'étang. Et donc, on est peut-être capable aussi d'essayer de prêter attention à ça pour ne pas se couper des revenus bois, quoi. Après, je ne maîtrise pas la réglementation en vigueur, mais si les communes ont identifié ce lieu-là comme zone de loisirs, est-ce qu'elles ne peuvent pas mettre des contraintes via des classements qui nous interdiraient d'exploiter le bois dans un deuxième temps? Eh ben, c'est typiquement l'exemple, si on fait un peu la prolongation entre l'étang, par exemple, qui serait au milieu de parcelles peupliers qu'on peut louer pour une pêche, qui n'est absolument pas une activité qui est réglementée dans le PLU, etc., versus une tiny house qui peut l'être dans le PLU, sur lequel c'est de l'habitat léger, et ça peut être inclus ou pas inclus, ou défini ou pas défini dans les PLU ou les PLUI. On est sur 2 choses différentes, tu vois. Un gars qui vient avec une canne à pêche, sa tente, et qui éventuellement dort sur place en camping léger, ça sort du PLU, c'est pas une considération que peut avoir la municipalité. À l'inverse, si je commence à avoir 2 tiny houses sur un terrain, c'est sûr que c'est une valeur beaucoup plus intensive qui peut être réglementée dans le PLU. Donc on a les 2 cas de figure. Sachant que c'est plutôt la première, les usages plutôt naturels ou légers, mais pour autant on se pose la question, notamment dans des endroits de France où on peut trouver du peuplier en zone constructible, par exemple, avec un faible dynamique de construction. En Val-de-Loire, ça peut être le cas sur certaines communes. On a des parcelles qui sont vraiment proches des zones urbanisées et sur lesquelles on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas un usage loisir intense. Peut-être que pour ceux que ça intéresse, en tout cas, si on devait avoir une belle opportunité, on la ferait circuler par mail pour que vous puissiez aussi vous faire une idée de ça, parce que c'est difficile à discuter sans opportunité réelle. Oui. Ok. Voilà. Donc, dans les zones géographiques à privilégier, pardon, comme on le disait tout à l'heure, et c'est pour ça aussi qu'on a fait l'effort d'aller en Bresse, on vise le sud Bourgogne, le Val-de-Loire et la Bretagne, qu'on va pouvoir renforcer, qui est très certainement une région intéressante, mais peu connue, peu défrichée, mais Hugues va nous aider à cela depuis sa position avancée à Laval. Et on considère que ces 3 régions sont un peu principales pour nous sur la partie groupement forestier, parce qu'elles présentent un profil de prix de foncier intéressant par rapport à la productivité du peuplier qu'on peut en attendre. Donc voilà, Val-de-Loire, on y est déjà. Sud Bourgogne, on cherche vraiment. Et puis Bretagne, on n'a encore analysé aucune acquisition, enfin si, une, je crois. Mais voilà. Jean-Baptiste, je reviens aussi sur la question que tu posais sur le contexte inflationniste, qui nous pose question aussi, hein, sur lequel on avait une valeur de prise, enfin une hypothèse de prise de valeur du foncier qui était extrêmement faible dans nos modélisations pour savoir si on allait sur les parcelles ou pas, qui était à 1%. Et qui nous empêche en fait de mettre du prix sur du foncier, parce qu'en fait ça obère le rendement qui est recherché. Donc pour rappel, on cherche un taux de retour sur investissement pour les actionnaires qui est autour de 4%, et on pense que du coup le foncier qui se traîne à 1% seulement de prise de valeur fait qu'on doit compenser les 3% manquants pour assurer le rendement, et on le déporte sur la partie production de bois. Je peux essayer de l'expliquer avec d'autres mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça ou qui n'arrivent pas à me saisir là-dessus. Et donc, on propose de remonter à minima de façon conjoncturelle pour les acquisitions à venir à 2,5% de prise de valeur du foncier, sachant que l'historique qu'on a dans notre dos, c'est 27% en 10 ans. J'avais voulu être conservateur. Aujourd'hui, on a un contexte inflationniste qui repart de façon extrêmement forte.
Et donc, je pense qu'on n'est pas bon dans nos évaluations avec 1%, on est beaucoup trop conservateur et ça nous empêche, on rate des opportunités. Donc, ma proposition, c'est 2,5%, qui est sous l'inflation constatée actuellement, hein. Donc qui nous paraît être encore conservateur, mais quand même qui nous permet quasiment, pour le dire en chiffres, ce petit changement-là, enfin c'est pas un petit changement en fait, ça nous permet de passer sur les valeurs d'acquisition sur lesquelles on est un peu bloqué autour de 3 000 € par hectare, ça nous permet de passer quasiment à 4 000 € par hectare, de changer ce paramètre-là. Donc c'est très conséquent en fait en termes d'ouverture d'opportunités. Et donc ça, idem, je veux bien qu'on ait une discussion ou vos opinions là-dessus pour savoir si on change pas. Je serais très conforté de le faire avec votre appui. Ou de prendre d'abord vos remarques, ou d'essayer de trouver un autre équilibre, ou en tout cas, je ne suis pas un spécialiste de l'inflation, et je peux juste vous dire ce que ça fait concrètement sur nos analyses, c'est qu'aujourd'hui, les parcelles à 4 000 € par hectare, on ne va plus les visiter, et si vous m'autorisez à passer à 2,5, c'est sûr que je vais retourner les visiter. Papa? Oui, est-ce qu'il n'y a pas un moyen terme entre le 1% que tu as et le 2,5 que tu évoques? Il y a un moyen terme. Après, notre point, c'est que le 2,5 est aussi un moyen terme entre l'inflation qu'on constate aujourd'hui, qui est à 5% ou 4,5%, et là où on est. Donc, c'est des vraies questions, hein. Je ne sais pas du tout le trancher. C'est pour ça que je me tournais vers vous aussi. Jacques, tu as des éléments. L'inflation, on ne sait pas combien de temps elle va durer pour l'instant. Enfin, dire, on dit qu'il y a quand même un aspect coup de feu. Oui, sur l'inflation. Mais bon, pardon. On pourra revoir la question après dans un an, si tu veux. On dit un peu de tout sur l'inflation. Certains disent que c'est un feu de paille, que ça ne va pas durer, donc bon, on ne peut pas savoir. Franchement, je pense que c'est difficile à déterminer le niveau d'inflation. En revanche, la prise de valeur du foncier, pour moi, c'est un élément important. Alors que ce soit lié à de l'inflation ou simplement une prise de valeur parce que le foncier prend de la valeur naturellement, je pense que les 2,5%, ils ne sont pas énormes. Dans ce que j'ai pu voir des investissements sur du foncier, pas forcément le même type, 2,5%, c'est rien, c'est pas énorme, hein. Je pense qu'on peut le prendre en compte. D'autant que là, on est sur des terrains, et je reviens sur l'élément loisirs notamment ou autre, je crois que le marché, il est dynamique de ce côté-là. Et à mon avis, il va le rester parce que de toute façon, on étouffe dans les villes, on n'a plus d'espace. Et moi, je travaille sur de l'acquisition, notamment là, en ce moment, de pas mal de biens immobiliers dans le cadre d'un fonds que l'on a créé. On est plutôt à l'acquisition sur des zones éloignées, méconnues, parce que on a vu que le marché, il avait tendance à monter beaucoup plus fortement sur ces zones-là qu'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. D'autres opinions, d'autres considérations? Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'effectivement, Denis Munier, là, donc je pense que l'inflation est quand même, disons, là pour durer un petit peu, donc je ne pense pas qu'on prend un risque énorme en visant 2 ou 2,5%. Je pense qu'effectivement, il y a une pénurie disons, de biens réels par rapport à la quantité d'argent qui circule, qui fait qu'on est quand même parti pour quelques années d'inflation des biens. Voilà, pour ce que ça vaut. Merci, Denis. Supplémentaire par rapport à cette question de l'argent, on a deux facteurs en fait, hein, sur le foncier rural. On a un protectionnisme qui est opéré par la France, pas forcément sur les espaces forestiers, mais sur les espaces agricoles, sur lesquels on a une protection qui est opérée par la France en tant qu'État sur cette protection-là, et on voit bien les questions qui se posent autour de la souveraineté alimentaire, etc. Et donc peut-être que cette protection, ce protectionnisme va augmenter encore à l'avenir. Pour autant, ce protectionnisme conduit à une chose, qui est que le marché agricole français est le plus bas d'Europe aujourd'hui. Vous prenez l'Espagne, vous prenez la Hollande, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, tous ont des prix de foncier plus chers que les nôtres, en agricole, en rural.
Et on parle de coefficients de 1 à 2 avec l'Espagne, de 1 à 4 ou 5 avec l'Allemagne ou les Pays-Bas. Donc déjà, on a ce déficit-là qui est lié vraiment à ce protectionnisme. Dans le sens inverse, par rapport au monceau d'argent, juste pour vous donner une représentation assez visuelle de ça, l'espace rural français, aujourd'hui, vaut 10 fois moins que l'immobilier en Île-de-France. C'est-à-dire que l'Île-de-France, en termes immobiliers, vaut 10 fois tout l'espace français. C'est juste un truc complètement dingue, parce que, enfin, à mon sens, parce qu'effectivement, on n'est pas sur des vrais fondamentaux techniques, au sens où, a priori, c'est bien de faire des immeubles de services tertiaires à Paris, mais on ne peut pas dépasser la valeur du foncier agricole qui est complètement dépendant. Donc effectivement, par rapport à cette masse d'argent en vigueur, on voit bien que sur le foncier agricole, il peut y avoir des hausses très importantes qui sont freinées par un protectionnisme à la française. C'est les deux sous-jacents qu'on a en fait en permanence sur ce marché foncier rural. Et avec effectivement une valeur de loisir qui a tendance à se développer extrêmement vite. Jacques? Oui, je voulais rajouter juste un truc, c'est que moi, si j'ai investi notamment dans le PGF Poplar, c'est parce que, je crois à ce marché du carbone, à sa croissance forte. 2, parce que je suis persuadé que le marché de l'immobilier, on va dire la valeur des terrains va augmenter aussi. On nous a parlé de 4%, Antoine, tu n'as pas, mais moi je pense qu'on va faire beaucoup plus. Voilà, donc je suis persuadé que ce marché est dynamique, c'est un des rares marchés encore offrant des potentialités. Donc voilà, juste pour compléter ce que j'ai signalé tout à l'heure. Merci Jacques. Après, je vais dans le même sens en disant très bien, mais si du coup tu te détournes de certaines parcelles à cause des prix et du fait qu'on ne prenne pas en compte cette inflation, bah en fait ça fait de l'argent qui dort et qui nous rapporte encore moins, quoi. Oui, ça c'est une question de vitesse d'allocation, c'est ce qu'on dit, c'est que évidemment plus on a de contraintes, plus c'est difficile d'aller allouer l'argent dont on dispose. Donc c'est clairement d'enlever des verrous à la fois sur la partie loisir, à la fois sur la partie prise de valeur du foncier, ça c'est clair. Pour autant, effectivement, bien acheté, on le voit aussi à Ville, hein, quand on arrive à acheter une parcelle qui aujourd'hui se commercialise autour de 8 000 et qu'on l'a acheté nous 4 000, on se dit juste qu'on a bien fait aussi, et donc il faut être sélectif dans les opportunités, et que c'est ça aussi d'être bon professionnel, c'est de ne pas sauter sur toutes les opportunités, d'être extrêmement sélectif, et c'est aussi pour ça qu'on vous montre toujours toutes les opportunités qu'on étudie et sur lesquelles on ne va pas, parce qu'on pense que ça fait effectivement partie de notre travail de ne pas sauter sur toutes les occasions qui se présentent à nous. Et il y a toujours un intérêt, hein, et probablement beaucoup d'acheteurs sont, comme le disait tout à l'heure Guillaume sur le fil de discussion, beaucoup d'acheteurs sont prêts à mettre des valeurs très supérieures aux nôtres. On reste dans quelque chose de raisonnable, et de nouveau en bon père de famille, y compris si on considère cette inflation à 2,5. D'autres remarques encore, où on dit qu'on a épuisé ce débat-là et qu'on est plus ou moins convergent en dehors de mon papa sur le 2,5. En tout cas, on peut tester, hein, on pourra en discuter l'année prochaine, et je peux le mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG, de voir ce que ça a donné et ce que ça a permis aussi. Ok, et donc effectivement, pour rebondir sur la remarque d'Olivier, on a une vitesse d'allocation qui est à accélérer. C'est bien pour ça que Hugues monte à bord aussi, pour arriver à se déployer plus vite, visiter plus de choses, etc. Et puis être plus précis. Je pense que vous nous donnez là les armes pour être meilleur encore sur ça. Ensuite, on a une vraie stratégie aussi de foisonnement avec donc les discussions en cours avec des fonds d'investissement pour multiplier les enjeux à allouer, de façon à être bien sûr qu'on puisse réaliser. Mais vous allez voir que finalement, il ne nous reste pas tant d'argent que ça à allouer sur ce qui a été collecté. On a parlé de l'arrivée d'Hugues, donc je ne repasse pas là-dessus, sur lequel on avait un syndrome d'œuf et de poule avec pas mal de tâches à faire et peu de personnel, donc voilà, Hugues nous rejoint. Sur les comptes, on a aujourd'hui donc 397 000 € d'apport, avec des primes d'émission qui représentent 3 423 € et qui couvrent les frais administratifs de gestion de levée de fonds qu'on va facturer à Énergie Conseil au groupement forestier, et donc un capital social qui est aujourd'hui fixé à 393 577 €. Je vais vite là-dessus, sauf à ce que certains aient des questions. N'hésitez pas à lever la main ou réagir.
Je suis désolé, je me rends compte que c'est écrit très petit sur les prévisionnels. Aujourd'hui, on a un solde bancaire qui est effectivement beaucoup trop conséquent à 341 000 €. Pour autant, sur l'année 2022, on a une centaine de milliers d'euros de dépenses qui sont programmées, puis de nouveau à peu près 120 000 € de dépenses nettes des revenus en 2023 et 2024 par rapport aux parcelles que nous avons en poche aujourd'hui ou sous compromis pour ce qui est de Rivaren 2. On vous a mis les lignes de détail concernant les revenus potentiels et les dépenses. On n'a pas tenu compte à ce stade de la question des crédits carbone parce que justement, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va les commercialiser par rapport à la discussion qu'on a pu avoir avec Jean-Baptiste à l'instant sur le fait de savoir quand est-ce qu'il fallait mettre en marché ces crédits, upfront ou pas. Et tout ça nous donne un solde disponible d'à peu près 112 000 €, donc un quart à peu près des montants collectés, sur lequel on va s'efforcer d'allouer. Et comme on vous le disait, on est en discussion sur de nouvelles parcelles, et ça permet d'imaginer un volant d'une dizaine d'hectares supplémentaires pour parvenir à allouer la totalité des fonds. On est assez confiant pour arriver à le faire dans les prochains mois. Donc on sera dans un rythme normal. Ensuite, on a toujours des besoins de trésorerie, hein, puisqu'on a des suivis de travaux annuels sur les parcelles aussi. Donc là, on n'a mis qu'une portion de la vision financière. On a aussi très certainement des frais externes qui vont finir par augmenter un petit peu. On n'a pas mis ici les questions de facturation de compte, mais bon, on a un petit peu de facturation de compte, on a un petit peu des détails de ce type-là, mais qui risquent de se multiplier plus on a de mouvements sur le compte entrée-sortie. Donc voilà un petit peu les choses engagées. Donc on a un bilan qui est que 3/4, après moins d'un an, 3/4 des fonds sont alloués. Donc une vision qui n'est pas, sincèrement, j'aimerais faire mieux en termes de vitesse d'allocation, mais on n'a pas à rougir quand même, au sens où on utilise la marge de manœuvre qui nous est confiée via vos entrées comme actionnaire. Je ne sais pas si ça amène à des questions sur ces questions de prévisionnel. Je mettrai la vidéo, mais aussi les slides en ligne pour ceux qui veulent lire plus doucement. Pardon, oui. Moi, j'aurais une question, comment est-ce qu'on va couvrir les frais annuels récurrents si on n'a pas de ressources récurrentes, sans apport de nouveaux capitaux? C'est justement ça que je mentionnais entre les lignes, c'est que si on modélisait 2025 et l'année suivante, on aurait à minima 2 000 € de gestion forfaitaire qu'il va falloir combler. Et donc, c'est bien le calcul plus fin de trésorerie qu'il faudra faire. Sachant que c'est une vraie question parce que c'est justement un petit peu l'intérêt, et pour le coup, on va voir ce qu'on trouve à l'acquisition, mais on aimerait bien acheter des parcelles qui soient à moitié mûres et qui soient ramassées dans 5 ou 7 ans pour justement faire des rentrées qui prennent le relais. Et c'est typiquement des stratégies qu'on peut mettre en place vis-à-vis du carbone. Tout à l'heure, on discutait avec Jean-Baptiste de niveau de prix par rapport au fait de céder upfront ou de céder à la livraison des crédits carbone. On peut aussi utiliser cette donnée-là pour affiner. Et puis, c'est quelque chose qu'on travaille aussi avec les fonds d'investissement parce que ça fait partie des questions d'optimisation sur lesquelles on considère que cette vision de trésorerie elle est trop étriquée. Et on a également discuté avec des partenaires bancaires pour pouvoir prendre le relais à certains moments dans certaines règles. Donc, on a compris ce qu'offrait le seul crédit agricole sur la partie forestière. Il n'y a pas 15 000 banques qui sont capables de se positionner. En crédit, en avance de récolte, en fait, donc sur des crédits moyen terme de 2 à 3 ans, ou en crédit plus structurel, à condition de pouvoir leur proposer des flux financiers bien modélisés, et ce qu'on pense être capable de faire également. Donc, on n'a pas complètement résolu l'équation, pour autant, elle est à l'ouvrage. Je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions, Denis. Non, mais ça montre peut-être qu'il faudra effectivement étendre le champ, enfin, les années de prévision. Oui, tout à fait, ouais. Il y a un vrai boulot, à considérer aussi qu'il est important de rester sur les enjeux qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer non plus des mois et des mois à calculer si on est bon à 10 000 € près ou pas, puisque le temps qu'on va y consacrer dépasse largement la valeur de ce qu'on peut saisir, quoi. Et en l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé en début d'année 2022 de ne pas placer 150 000 € sur lequel on me proposait du 0,5 ou du 1% de rendement, pour ne pas loquer des positions de cash qui peuvent en fait s'avérer préjudiciables pour un bénéfice qui est très faible en fait. Ok. Ça, c'est pareil, on a un contexte inflationniste qui est un peu fou sur la gestion de la trésorerie. D'autres questions par rapport à ce prévisionnel?
Jean-Baptiste, tu lèves la main? Non? Oui, c'est une question peut-être idiote. Tu arrives à faire. Enfin, est-ce que ça vaut le coup de lever éventuellement un peu de dette, si c'est pour mieux la placer? Et est-ce que c'est possible avec un GF F? C'est possible avec un GFF, ça nécessite de modéliser les revenus. Et donc, on est prudent pour le moment. Je pense qu'il y en a encore à construire. Je pense qu'on est un peu petit. Mais ça fait partie des dynamiques qui sont en discussion, sachant effectivement qu'il y a très certainement de l'effet levier. Maintenant, c'était dans un contexte sur lequel il y avait 4% de TRI et 1% à peu près de prix sur la dette bancaire. Si quand j'emprunte, le prix de la dette bancaire a monté à 3,5, c'est fini, il n'y a plus d'intérêt à faire du leverage. Donc c'est des vraies questions qui changent beaucoup en ce moment et on est dans un contexte incertain. Donc on a un œil là-dessus, mais à voir, à confirmer, quoi. Mmh. Mais on a trouvé le banquier du Crédit Agricole qui est capable de parler de ça. Je suis assez content, j'ai mis du temps. Hein. Il n'y a pas 36 000 banquiers qui sont opérateurs de crédit sur la partie forêt. Après, le groupement forestier n'est pas un obstacle. Hein. C'est une société rurale, donc c'est assez connu de la banque. Il y a des contreparties fortes. Mais eux veulent voir les revenus. Ils ne veulent pas s'associer au prix du foncier. Il n'y a pas d'hypothèque en France. Donc ils veulent vraiment voir les rentrées arriver. Ce qu'on vous propose pour la 4e levée de fonds, c'est de continuer dans la trajectoire qu'on avait décrite, donc de faire rentrer de nouveaux actionnaires qui valoriseraient la part à 1 082 €, donc plus 4% par rapport à la dernière levée de fonds qui était à 1 040, pour juste continuer la trajectoire en disant qu'on n'est pas capable de faire des hypothèses plus fines aujourd'hui. Et donc là, pour le coup, de nouveau, vote si vous pouvez réagir sur ce prix de part. Je vous en remercie. Je veux bien des pouces qui se lèvent ou pas. Si quelqu'un trouve que c'est pas correct, je suis preneur aussi. Hein, mais... C'est une augmentation de combien par rapport à l'année dernière? Pardon, je devrais le savoir. 4%. 4, ok. En fait, je me fie sur le TRI cible pour faire monter le prix de la part et pas sur la valeur portefeuille. Parce que je suis pas capable de la modéliser. Et tu as une corrélation avec l'affaire, enfin avec les prix que tu vois, l'augmentation des prix effectifs, ou enfin, bon, tu valorises une partie du travail qui a été fait, mais une corrélation. Si on prend, tout à l'heure, on discutait d'Abbeville, sur lequel on a acheté à 4 000, 9 hectares, si on les revend à 6, 7, 8, 8 000, les 4%, ils sont déjà là, c'est clair. Ouais. Justement, la valeur portefeuille, aujourd'hui, ça te donne quoi si tu... Parce que c'est bien quand même d'actualiser même si ce n'est pas concrétisé dans le bilan, mais de l'actualiser de manière à ce qu'on ait un suivi de l'évolution du portefeuille. Ça donne quoi? Ça me donne au-dessus de 4% si je suis dans une vision optimiste et très certainement réaliste. Hein. Après, c'est compliqué pour nous de dire on a acheté une parcelle il y a 10 mois à 4 000 € et on la met en portefeuille à 8 000, quoi. Non, bien sûr, mais... C'est le facteur numéro 1 là de la prise de valeur du portefeuille quand même, hein, cette acquisition-là précisément. Moi qui ai finalement pas mal l'habitude de valoriser des participations, je peux dire que c'est un sujet important à faire de façon régulière. Alors peut-être la première année, ça fait quoi? C'est la 2e année ou la première année ça fait 16 mois, mais effectivement, le temps d'allocation est inférieur à 1 an. Donc, mais c'est peut-être un peu trop tôt, mais je pense qu'au bout de 3 ans maximum, il faut, indépendamment de la valeur que va prendre la part dans le bilan, peu importe, une valeur théorique sur laquelle on puisse s'appuyer pour dire le TRI, il progresse de telle ou telle manière. Donc, c'est-à-dire une réévaluation systématiquement des parts, ou des actifs, pardon, mais faite on va dire in abstracto, quoi, en dehors d'une présentation financière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais pour le coup, j'essaierai effectivement de le faire. J'essaierai de le faire pour la prochaine fois, mais je pense que ça aura plus de valeur la prochaine fois que celle-ci. Oui, non. Même la fois d'après. Mais enfin, bon, déjà, la prochaine fois, tu me donnes une petite tendance, mais même la fois d'après. Mais je pense que c'est important, parce que cette prise de valeur, encore une fois, moi j'ai dit 4%, je trouve que c'est dans le temps. Je pense que c'est pas beaucoup. J'espère que ce sera plus, parce qu'on est sur un marché dynamique. Alors, outre la prise de valeur naturelle, il va y avoir une prise de valeur qui va s'accélérer avec le temps et avec les marchés sur lesquels on évolue, quoi. Voilà. J'introduirai, je crois que les dernières données sur la prise de valeur du foncier rural sont sorties pour l'année écoulée, 2021. Je les introduirai dans le PV d'AG, juste pour vous donner un ordre de grandeur.
d'autres questions que vous souhaiteriez voir traitées par rapport à ce qui a pu vous être présenté ou des slides sur lesquels certains d'entre vous veulent revenir, ceux qui veulent nous quitter, je ferme l'Assemblée générale de façon officielle, comme ça, ça vous laisse repartir à vos activités. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, merci de vos questions, merci de vos encouragements et merci de la qualité de discussion qu'on peut toujours avoir autour de cette table, c'est vraiment très agréable, encourageant. Et je reste en ligne pour ceux qui le désirent. Merci. Non. Ça va, c'est bon pour moi. Merci, Antoine. Salut, à bientôt. Je te rappellerai en revanche pour d'autres sujets. Salut. Pas de problème, Jacques. Ciao. Ciao. Moi, j'aurais une question. Simplement, on parle beaucoup des peupliers, mais quand tu replantes, c'est toujours le même type de peuplier? Combien il y a de sortes de peupliers? Est-ce que c'est adapté aux différentes régions? Voilà, sous ce terme générique peuplier, parce qu'en fait, il y a beaucoup de types de peupliers, je crois. Il y a une vingtaine de types de peupliers utilisés couramment. Donc une vingtaine de génétiques différentes qui sont effectivement adaptées à différents sols. Donc sur une même station, on définit le potentiel, en fait, le terme précis technique, c'est la station. C'est le sol, le sous-sol, les conditions pédoclimatiques locales qui font qu'on définit ça. Et on a toujours 3 ou 4 possibilités d'un point de vue génétique sur le peuplier lui-même, etc. Ensuite, il est très rare qu'on représente les mêmes essences, la même génétique précisément sur la même parcelle, parce que la recherche génétique fait qu'on a des meilleurs clones, des meilleures génétiques qu'il y a 20 ans, donc on est capable d'avoir des essences qui sont mieux adaptées, qui sont mieux allantes, mieux poussantes, moins craintives aussi des maladies qui sont développées, parce que dès lors qu'on a une génétique qui commence à être très déployée en France, elle va être plus susceptible de devenir un hôte pour des maladies, et donc on est très souvent sur du renouvellement. Pas toujours, mais très souvent. Donc ta question est tout à fait juste, on dispose d'une vingtaine de ressources génétiques différentes, courantes, et on les utilise pour être sur la station, et très souvent, et typiquement si je prenais la Bresse, on est sur des clones qui aujourd'hui sont plus tellement plantés. Mmh. D'accord. Et les clones sont développés par des sociétés privées, donc lorsqu'on plante, on a une redevance en fait qui va pour le reproducteur de clones, pour qu'il continue à développer de la génétique. On a des entreprises qui font ça en Italie, en Espagne et un petit peu en France. Ah oui, on paye une redevance annuelle comme un brevet, comme sur un brevet. Annuel, on paye sur la tige en fait qu'on achète, sur le plan. Le pépiniériste qui l'a reproduit doit payer le généticien qui a créé la génétique qu'il utilise. Jean-Baptiste? Oui, j'ai une question concernant la fin de vie en fait, des peupliers. Tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui vont être arrachés pour aller faire du bois palette. Oui. L'idée, c'était aussi de travailler avec des gens comme Guernica pour valoriser le produit. Est-ce que c'est des discussions qui ont commencé? Est-ce que de toute façon, aujourd'hui, les volumes sont beaucoup trop petits pour que ça les intéresse? Aujourd'hui, on n'a pas ces égalités-là, en fait. On ne va pas acheter des parcelles avec des peupliers matures qui peuvent partir en déroulage, parce que souvent, c'est des propriétaires qui ont bien fait les choses et qui n'ont pas le souhait de se séparer de leur propriété. Ou alors, on arrive une fois que les peupliers qui sont partis en déroulage sont coupés. Mais on n'a jamais eu d'occasion de visiter des parcelles avec des peupliers très bienvenants qui pourraient partir en déroulage. Maintenant, c'est toujours le marché qu'on vise, et de façon extrêmement claire, et on suit ça, et on a pu discuter avec un certain nombre de dérouleurs encore dernièrement, sur la destination des bois que nous, on va planter. Ça, c'est clair. Et on met tout en place pour que ça soit le cas. Et voilà, c'est bien ça qui se passe, en fait, d'un point de vue factuel. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, on allait visiter une plantation donc mercredi dans la Bresse. On n'a pas pu rentrer dans la plantation, alors que théoriquement, elle est mature. Et donc, théoriquement, on pourrait s'asseoir et manger par terre. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et on n'arrive même pas à retrouver les lignes. Vous voyez, on plante en ligne, et s'il y a trop de manquants, en fait, on ne sait plus comment sont plantées les lignes, si on est dans l'interrang, dans l'interpied, etc. Et là, c'était le cas sur cette plantation-là, qui vous montre bien l'état dans lequel ça peut finir quand c'est pas entretenu. Ouais, donc ça, c'est quelque chose, c'est un débouché qu'il y aura dans 6-7 ans, une fois que les plantations poplars... Ouais, même dans 10 ans. Même dans 10 ans. Pour autant, on garde toujours un œil là-dessus, et puis il n'est pas impossible qu'on fasse, sur le coup d'une succession ou ce genre de choses, l'acquisition de parcelles qui sont bienvenantes et qui ont été bien entretenues dans leurs premières années de vie.
On est quand même des forestiers, hein. C'est long. D'autres questions pour les gens qui sont encore en ligne? Oui, les plans de chasse n'endommagent pas les troncs pour le déroulage? La chasse peut endommager certains troncs, mais ça fait partie des risques acceptables. Dans le sens inverse, le gibier fait des dégâts, donc on a intérêt plutôt à avoir des parcelles qui soient chassées plutôt que pas chassées. Enfin, il y a plus de risques à avoir des parcelles non chassées que des parcelles chassées, quoi, si on le dit de façon orientée risque. Okay. Ouais, je pensais particulièrement par rapport au déroulage, quoi. Parce que je pense qu'un plomb au milieu, ça ne doit pas faire du bien. Ça passe. D'autres questions? Sur les crédits carbone, comment tu vois les choses? Enfin, moi, peut-être pour tout le monde, je travaille pour un énergéticien européen et on met en place une activité crédit carbone. En fait, la question qu'il va y avoir pour les gens qui travaillent là-dessus, c'est jusqu'à quelle est la granularité avec laquelle ils travaillent. Mais enfin, plus Poplar va grossir ou plus tu vas gérer d'hectares, plus tu vas intéresser des gros. Et j'imagine que le delta entre ce que tu arrives à vendre à 30 ou 50 euros la tonne et le prix de marché va aussi se réduire. Aujourd'hui, le marché, il est à 80, 90. Hein. Donc c'est Oui, normal qu'il y ait une décote, hein. C'est complètement normal. Mais, tu auras toujours une décote, je pense, dans le sens inverse. Vu le nombre de coups de fil que j'ai reçus ces 2 derniers mois, visiblement le marché chauffe un peu, donc je ne sais pas jusqu'où ça va monter. En revanche, ce que tu vois, c'est que le marché chauffe, mais avec des valeurs assez basses. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui voudraient acheter, mais qui n'achètent pas, pour des questions évidentes de valeur, en fait. Donc on a plein de gens qui viennent voir et puis qui se disent « Ah là là, à ce prix-là, j'y vais pas ». Et typiquement, sur la question en Normandie, là, le client que tu connais, JB, est décidé à vendre à l'émission des crédits. Et donc, on est vendeur extrêmement exigeant. Et en gros, dès qu'on leur dit non, mais nous, c'était le prix, ils nous disent bah non, j'irai pas, quoi. Au-delà de 60 euros, en l'occurrence. C'est un peu ça le signal qu'on arrive à obtenir de ce côté-là. Mais il n'est pas impossible qu'ils craquent demain, hein. La question, c'est combien tu as de crédit carbone qui affluent sur le marché et combien tu as d'acheteurs et où se fait l'équilibre du marché, quoi. Mais il y a eu un coup de chaud là, avec la guerre en Ukraine. Donc je ne sais pas quand est-ce que tu as eu ces discussions-là, parce qu'il y a le marché, à un moment, a cru que la Commission européenne allait mettre fin au marché carbone, parce que ça inflate les prix de l'énergie, gaz et élec. Et en fait, pas du tout. Les politiques restent axés sur les renouvelables et la gestion du crédit carbone. Et donc le marché est descendu à un moment à 60. Et puis là, il est reparti et il va rester au-delà de 90. Voilà, sauf il va y avoir des fluctuations, mais ça risque aussi de passer les 100. Donc peut-être que ça va aider la stabilisation de la. Enfin voilà. Mais je pense en tout cas que déjà, d'un point de vue signal technique, à 60 euros par tonne de CO2 sur le marché volontaire, on est capable de faire de mettre beaucoup de crédit carbone en marché. Alors qu'à 30, 40, on avait plus de mal sur le marché français. Donc déjà, on commence à avoir un signal prix qui commence à s'équilibrer autour de signal prix extrêmement technique, hein, que nous, on voit bien côté agriculture ou côté forêt. Et tu vois, typiquement, à 60 euros, bon, nos tonnes de crédit carbone des peupliers, on aura du mal à les vendre 60 euros. Mais à 60 euros, ça paierait complètement la plantation. Donc tu imagines le signal que ça apporte en termes de filière. Et au contraire, même ça pourrait être dommageable. Donc je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'aller vraiment au-dessus sur les questions de signaux prix français. Les agriculteurs se battent plutôt pour du 80-90, mais malgré tout, entre 60 et 90, il n'y a pas tellement d'écart que ça d'un point de vue technique, puisqu'ils se battent pour un prix qui est forcément un espoir et pas une réalité. Donc on est à peu près sur les bons fondamentaux techniques aujourd'hui, quoi. À 60 sur le haut du panier. Et après, ensuite, tu dois discuter aussi de savoir si c'est upfront ou pas upfront, parce que 60 upfront versus 60 dans 5 ans, c'est pas la même, hein. D'autres questions ou points de discussion pour ceux qui sont encore en ligne? On a répondu à tout. Merci à tous encore une fois. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Je reste disponible en conversation privée si vous voulez poursuivre certaines de ces discussions passionnantes et qui m'animent. Merci de votre support. N'hésitez pas à prévenir vos connaissances qu'on réouvrira une levée de fonds si vous trouvez l'expérience intéressante.
Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je ferai passer un DocuSign évidemment pour la signature du PV d'AG.